Tout le monde a en tête son visage. Ce mélange d'immobilité et de feu, comme si une émotion trop grande avait été enfermée juste derrière la peau. Et pourtant, il y a une image que peu de gens connaissent vraiment. Mai 2003. Cannes. Les flashs éclatent comme des orages d'été. Les robes frôlent le tapis rouge. Les sourires sont des armures. Et elle, Emmanuelle Béard, avance. Elle pose. Elle tient son rôle. Sauf que, quelques heures plus tôt, le monde s'est fissuré. L'homme qu'elle aimait vient de mourir. Et elle marche quand même. Comme si rien ne devait se voir. Comme si la douleur n'avait pas le droit d'exister. Pendant des décennies, c'est ça, son mystère, ce que son visage raconte, et ce que sa voix s'est interdite de dire. Aujourd'hui, à 62 ans, Emmanuelle Béard a cessé de jouer ce rôle-là. Pas celui d'une héroïne, pas celui d'une femme fatale, pas celui d'une icône du cinéma français. Non. Celui du silence. Et ce qu'elle a fini par admettre, c'est exactement ce que beaucoup soupçonnaient sans oser le formuler. Derrière la beauté, derrière la légende, il y avait une enfant seule. Une adolescente qui fuyait. Une femme qui survivait. Et un secret qui, pendant longtemps, a tout dirigé. Alors restez bien jusqu'au bout, parce qu'il y a 3 bascules dans cette histoire. 3 moments où l'on comprend que sa vie n'a jamais été un conte de fées, mais une lutte. Et si, à un moment, vous sentez quelque chose se serrer en vous, c'est normal. Cette histoire n'a pas été écrite pour être confortable. Elle a été vécue pour être supportée. Et juste avant d'entrer dans le cœur du récit, si vous aimez les histoires qui grattent le vernis, celles qui rendent les légendes humaines, fragiles, vraies, laissez un j'aime. Pas pour l'algorithme. Pour dire « je t'entends ». Parce que parfois, c'est exactement ça, le début d'une réparation. Il faut remonter loin. Très loin. Dans un endroit qui, à première vue, ressemble à une carte postale. Gassin. Un village accroché au soleil, pas très loin de la mer, là où l'air sent le pain, le sel, et les après-midi trop chauds. Emmanuelle naît en 1963, dans une famille qui, de l'extérieur, semble déjà appartenir au monde des artistes. Sa mère, Geneviève, est actrice, mannequin, beauté vive, presque irréelle. Son père, Guy Béard, est un chanteur aimé, un poète populaire, une voix qui passe à la radio et qui donne l'impression que la France entière écoute le même refrain. Quand on est au milieu des mots, on pourrait croire qu'on est protégé. Quand on est au milieu des projecteurs, on pourrait croire qu'on est vu. Mais la vérité, c'est que la lumière ne protège pas. Elle éblouit. Et parfois, elle cache. Très tôt, le couple se brise. Séparation. Famille éclatée. L'enfant grandit dans une maison où les adultes ont leurs tempêtes, leurs absences, leurs fuites, et où l'on apprend, sans jamais le dire, que tout le monde fait semblant. Qu'on sourit quand il faut. Qu'on s'adapte. Qu'on encaisse. Qu'on ne dérange pas. Vous imaginez ce que ça fait, quand on est une petite fille, de sentir que l'équilibre de la maison est fragile, et que, sans le vouloir, on devient experte dans l'art de ne pas ajouter du chaos au chaos? Dans ce décor, il y a des demi-frères, des demi-sœurs, des allers-retours, des adultes qui passent. Des regards qui s'évitent. Des choses qui ne se disent pas. Et c'est souvent là que la tragédie s'infiltre, dans les maisons où personne n'a vraiment le temps de regarder l'enfant de trop près. Pas par méchanceté. Par fatigue. Par confusion. Par aveuglement. Et puis, un jour, quelqu'un entre dans son univers. Quelqu'un de proche. Quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui n'a pas l'air d'un monstre, justement parce que les monstres, dans la vraie vie, portent rarement un masque de monstre. Ce qu'elle racontera bien plus tard, ce n'est pas une scène spectaculaire. Ce n'est pas un film. C'est pire. C'est l'ordinaire de l'horreur. La répétition. Le temps qui s'étire. Les nuits qui reviennent. La sensation de froid. Le corps qui comprend avant la tête. Et surtout, le lendemain matin. Parce que le lendemain, le soleil se lève. Le petit déjeuner existe. Les adultes parlent. Les portes claquent. La vie reprend. Comme si rien ne s'était passé. Et vous, à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait? Comment on fait, à 8, 9, 10 ans, pour se dire « ce que je vis est interdit », quand tout autour de vous, le monde agit comme si tout était normal? Le plus terrifiant, dans son récit, ce n'est pas seulement l'abus. C'est l'isolement. C'est l'impression d'être enfermé derrière une vitre, de hurler sans son, de demander de l'aide avec des mots qui tombent dans le vide. Et c'est là qu'on arrive au premier grand mystère de sa vie, elle a essayé de parler. Elle le dira, elle a tenté de le dire. À des adultes. À des proches. À ceux qui auraient dû la protéger. Et la réponse, n'a pas été une réponse. Pas un secours. Pas une protection immédiate. Plutôt une forme de déni, de confusion, de silence. Comme si le réel était trop monstrueux pour être accepté, alors on le repoussait. On le rendait flou. On l'enterrait. Ce silence-là n'est pas neutre. C'est un feu vert. C'est une autorisation.
C'est ce qui permet à la violence de durer. 4 ans. 4 ans, c'est long, même pour un adulte. Pour une enfant, c'est une vie entière. Et pendant ces années-là, quelque chose se fracture à l'intérieur, la confiance. Le rapport au corps. Le droit d'exister. L'idée même qu'on mérite d'être protégé. Et pourtant, dans cette histoire, il y a une figure qui surgit comme une lumière pure. Sa grand-mère. Nelly. Elle n'a pas besoin de grandes théories. Elle regarde l'enfant. Elle voit ce que les autres ne veulent pas voir. Elle sent le changement. Cette gravité qui arrive trop tôt. Cette fatigue qui n'a rien à voir avec l'école. Cette façon de se replier. Et un jour, elle agit. Sans réunion de famille. Sans débat. Sans on va voir. Elle prend sa petite fille, la met dans un train, et l'éloigne. Elle coupe le fil. Elle sauve la vie. Vous voyez la puissance d'un seul adulte qui croit un enfant? Un seul. Pas 10. Pas tout un système. Un seul regard lucide, et tout bascule. Si à cet instant précis vous vous dites, ça compte, alors je vous le demande simplement, abonnez-vous. Parce que ce genre d'histoire, on les raconte aussi pour rappeler ça. Qu'une écoute peut changer une destinée. Et que le silence, lui, peut la détruire. Mais même sauvé, l'enfant ne redevient pas comme avant. Parce qu'il n'y a pas de comme avant après ça. Elle grandit avec une dualité qui deviendra sa marque. Tout le monde voit la beauté, mais personne ne voit les ruines. Tout le monde voit l'actrice, mais personne ne voit la survivante. Tout le monde voit la femme sûre d'elle, mais à l'intérieur, il y a une enfant qui a appris que parler ne servait à rien. Alors elle fait ce que font beaucoup de survivants, elle avance. Elle se construit une carapace. Elle trouve un endroit où elle peut respirer. À 17 ans, elle part. Elle quitte la France. Direction Montréal. Là-bas, tout change. Le froid, d'abord. Ce froid qui mord les joues, qui oblige à rentrer les épaules, qui vous rappelle que vous êtes un corps vivant. Et paradoxalement, c'est dans ce froid qu'elle retrouve un peu d'air. Montréal, c'est l'anonymat. Personne ne la dévisage comme la fille de. Personne ne connaît par cœur les chansons de son père. Personne n'attend qu'elle soit une icône. Et quand on a été enfermé dans une histoire qui vous vole votre liberté, l'anonymat, c'est une forme de délivrance. Elle étudie. Elle lit. Elle apprend l'anglais. Elle marche dans des rues blanches, presque silencieuses. Et pour la première fois, elle se pose une question simple, mais immense, qu'est-ce que je veux, moi? Et la réponse la surprend peut-être autant que nous, jouer. Pas pour être vu. Pas pour être désiré. Pas pour être applaudi. Mais pour donner une forme à ce qui n'en a pas. Pour transformer l'invisible en quelque chose de partageable. Pour prendre ce chaos intérieur et l'habiter dans un personnage, le temps d'une scène, sans avoir à se justifier. À son retour en France, ce désir devient concret. Elle se forme. Elle tente. Elle se présente. Et très vite, elle décroche des rôles. Son début au cinéma se fait dans une atmosphère étrange. Lumière douce, érotisme, esthétique flottante, et une industrie qui, déjà, regarde son corps avant d'écouter sa voix. Vous comprenez le vertige? Quand on a vécu une dépossession du corps, se retrouver dans un monde qui consomme l'image, qui commente la peau, qui mesure la désirabilité, c'est comme retomber dans une cage, mais une cage dorée. Et une cage dorée, c'est la pire des prisons, parce que tout le monde vous dit, mais de quoi tu te plains? Puis arrive l'explosion. Le moment où la France entière découvre Emmanuelle Béard comme une apparition. Manon des Sources. Une jeune femme sauvage, brûlée de soleil, fière, indomptable. À l'écran, elle a quelque chose de magnétique, elle ne demande pas la permission d'exister. Elle avance comme une force de la nature. Elle porte la vengeance, la justice, la douleur aussi. Et le public tombe amoureux. C'est un triomphe. Récompense. Célébrité. Couverture. La machine se met en route. Sauf que voilà, la machine ne couronne pas toujours ce qu'il y a de plus profond. Elle couronne ce qu'elle peut vendre. Et très vite, son talent est coincé dans un piège, celui de la beauté. On la décrit. On la fétichise. On la découpe en fragments, le regard, la bouche, la peau, la silhouette. On parle d'elle comme d'une image plus que comme d'une actrice. Et cette obsession collective, finit par la toucher. Parce que même la femme la plus forte, si on lui répète assez longtemps qu'elle n'est qu'un visage, commence à douter de ce qu'elle vaut. Et là, on arrive au deuxième mystère. Celui que beaucoup ont remarqué sans comprendre, le changement. À 27 ans, au sommet, quand elle est déjà une icône du cinéma français, elle prend une décision qu'elle regrettera toute sa vie, elle touche à son visage. Une intervention sur la bouche. Pas pour faire plus beau, pas dans son esprit. Plutôt pour calmer une angoisse, pour répondre à une pression invisible, pour se convaincre qu'elle tient le contrôle. Sauf que le contrôle lui échappe. Le résultat est mauvais. Et d'un coup, ce qui était son instrument de travail, son visage, devient un champ de bataille.
Imaginez-vous actrice. Votre visage est votre outil. Votre bouche, c'est votre respiration à l'écran, c'est la nuance, c'est le tremblement d'une phrase, c'est la manière d'aimer, de mentir, de pleurer. Et soudain, vous ne vous reconnaissez plus. Le pire, dans ce moment, ce n'est pas seulement le miroir. C'est le regard des autres. Parce que tout le monde le voit, et tout le monde se tait. Ce silence-là, pour elle, est une violence. Parce que ça réveille l'autre silence. Celui de l'enfance. Celui où elle parlait et où personne n'agissait. Et à ce moment-là, quelque chose se referme. Elle continue de tourner. Elle continue de jouer. Mais l'intérieur se rigidifie. La spontanéité se raréfie. Comme si le corps se disait, on ne me reprendra plus. Et pourtant, c'est là qu'elle va livrer certains de ses rôles les plus puissants. La Belle Noiseuse. Un film où le corps devient un territoire de regard, de création, de fatigue, de tension. Un film qui parle d'art, d'obsession, de mise à nu. Et vous sentez chez elle une force étrange, elle n'est pas là pour séduire. Elle est là pour exister, même quand c'est inconfortable. Un cœur en hiver. Une violoniste, les émotions contenues, l'amour empêché, la dignité dans la douleur. Tout est dans le non-dit. Dans le souffle. Dans le regard. Et c'est là que son mystère devient une arme, cette capacité à faire sentir une tempête sans jamais la montrer complètement. Vous voyez le paradoxe? Ce qui l'a détruit enfant, le silence, devient aussi ce qui fascine le public. Parce qu'elle sait faire vivre l'indicible. Mais à force de vivre l'indicible, on s'épuise. Sa vie amoureuse, elle aussi, suit cette logique. Des amours intenses, des liens forts, et des fractures. Elle rencontre Daniel Auteuil sur un tournage. Ils deviennent un couple emblématique. Ensemble, ils traversent des films, des années, une forme de légende. Elle a une fille. Elle goûte à quelque chose qui ressemble à une stabilité. Et dans cet amour-là, il y a peut-être, pour la première fois, une sensation de sécurité. Mais même les plus beaux refuges ont leurs fissures. Les carrières, les rythmes, la pression, le regard public, la fatigue. Ils se séparent. Sans scandale, sans grand théâtre. Juste une blessure de plus. Plus tard, un autre amour, plus discret. Un fils. La maternité devient une encre. Une vérité. Et c'est important de s'arrêter là 2 secondes. La maternité, pour elle, ce n'est pas juste avoir des enfants. C'est une promesse intérieure. Une promesse de briser la chaîne. De protéger. De croire. De ne pas reproduire le silence. Et puis, arrive Vincent. Vincent Meyer. Producteur. Compagnon. Une relation, selon ceux qui les voient, elle semble trouver une paix rare. Quelqu'un qui la regarde autrement. Pas comme une image. Comme une femme. Et là, on revient à Cannes. Mais 2003. Le téléphone. L'annonce. Le choc. Le vide. Il s'est donné la mort. C'est une phrase qui tombe comme une pierre au fond d'un puits. Et ce qui est encore plus vertigineux, c'est ce qu'elle fait ensuite. Elle ne quitte pas le festival. Elle ne disparaît pas. Elle ne s'effondre pas en public. Elle marche. Elle sourit. Elle pose. Vous imaginez la dissociation? Ce mécanisme intérieur qui dit, tu n'as pas le droit de craquer maintenant. Tu craqueras plus tard. Peut-être. Mais plus tard, parfois, n'arrive jamais. Parce que certaines douleurs ne se pleurent pas. Elles s'installent. Si, à cet instant, vous sentez cette absurdité de devoir être présentable alors qu'on est en ruine, laissez un commentaire. Une phrase, même courte. Parce que les commentaires, parfois, c'est le seul endroit où une douleur devient partageable. Et ça compte. Après ce drame, elle continue. Toujours. Film. Projet. Engagement. Et ce mot revient comme un refrain, engagement. Emmanuelle Béard ne se contente pas d'être une actrice. Elle se met du côté de ceux qu'on ne veut pas regarder. Elle s'engage pour des causes humanitaires, pour des enfants, pour des invisibles. Elle se bat, elle signe, elle parle, elle se déplace. Comme si sauver les autres était aussi une façon de se sauver elle-même. Et au milieu de tout ça, il y a un autre chapitre, celui de l'image publique. Parce que malgré son talent, malgré ses rôles, malgré ses combats, une partie du public reste obsédée par son apparence. Par son visage. Par ce changement qu'on commente, qu'on moque parfois, qu'on observe comme un spectacle. Et elle, pendant longtemps, ne répond pas. Ou presque. Ce n'est qu'au fil des années qu'elle commence à dire, doucement, sans hystérie, sans vengeance, oui. J'ai eu peur. Oui. J'ai fait une erreur. Oui. Ça m'a coûté. Et c'est là que la vraie question surgit. Pourquoi une femme déjà admirée, déjà désirée, déjà célébrée, se sentait-elle pas assez? La réponse n'est pas seulement dans l'industrie. Elle est dans l'histoire intime. Dans l'enfance volée. Dans le corps qui n'a jamais été totalement à lieu sûr. Dans cette sensation d'être regardé,
mais jamais protégée. Et maintenant, on arrive au troisième basculement. Celui qui donne son sens au titre. Celui qui fait que, à 62 ans, elle admet enfin quelque chose de beaucoup plus profond que ce que les gens commentaient. En 2023, elle co-crée un documentaire. Un film qui n'est pas un exercice de communication. Pas une opération de promotion. Un film qui ressemble à une main posée sur une plaie qu'on n'osait pas regarder. Elle y révèle qu'elle a été victime d'abus pendant son enfance. 4 ans. Quelqu'un de l'entourage. Quelqu'un de proche. Et elle précise une chose, ce n'était pas son père. Mais elle ne donne pas de nom. Elle ne transforme pas ça en chasse. Elle raconte le mécanisme. La solitude. Le déni. La façon dont les familles protègent parfois l'idée de famille plutôt que l'enfant. Et là, la France se fige. Parce que ce qu'elle dit n'est pas rare. Ce qui est rare, c'est qu'une figure aussi connue le dise aussi clairement. Elle parle de la grand-mère qui la sauve. Elle parle du silence des adultes. Elle parle de l'enfant qui n'est pas cru. Et cette phrase, au fond, résume tout, un enfant qui parle et qu'on ne croit pas, finit par ne plus parler. Ce que beaucoup soupçonnaient, en réalité, ce n'était pas un détail croustillant. C'était une tristesse. Une gravité. Une distance. Un regard qui semblait porter quelque chose de plus vieux que son âge. Et tout s'éclaire d'un coup. Ce n'est pas qu'elle était mystérieuse. C'est qu'elle survivait. Et c'est ici, au cœur de l'histoire, que tout se renverse. Sa carrière n'a pas été seulement une ascension. Elle a été un camouflage. Un bouclier. Un moyen de tenir. Vous comprenez maintenant pourquoi son silence a été si long? Parce que briser le silence, ce n'est pas raconter. C'est revenir là-bas. C'est rouvrir la porte. C'est risquer que le monde réagisse comme avant, en détournant les yeux. Sauf que cette fois, à 62 ans, elle choisit autre chose. Elle choisit d'être entendue, même si ça dérange. Si son courage vous touche, si vous sentez que ce témoignage dépasse sa personne, je vous le dis simplement, abonnez-vous. Parce que raconter ces histoires, c'est refuser que le silence gagne. Et plus on est nombreux, plus le silence recule. Après cette révélation, sa vie prend un autre relief. Les événements du passé deviennent des pièces d'un même puzzle. La pression sur l'image? Ce n'était pas juste de la vanité. C'était une guerre intérieure. Les amours intenses et les pertes brutales? Ce n'était pas juste une vie d'artiste. C'était une femme qui cherchait un endroit sûr. L'engagement pour les enfants et les victimes? Ce n'était pas une posture. C'était une réparation. Même son rapport au vieillissement change de sens. Parce qu'on comprend qu'elle ne craint pas tant le temps, qu'elle craint la perte de soi. Ne plus se reconnaître. Être à nouveau dépossédée. Et pourtant, malgré tout, elle avance. Encore. Elle se marie, plus tard, avec un homme du cinéma. Une relation plus mature, plus calme, plus protectrice. Un amour, dit-elle, la vérité à sa place. Un amour où elle n'a plus besoin de tenir en permanence. Elle partage son temps entre Paris et le Sud. Elle continue de jouer, mais avec une autre énergie. Elle choisit davantage. Elle se donne le droit d'être autre chose qu'une image. Et surtout, elle parle. Pas tout le temps. Pas surtout. Elle n'est pas devenue une machine à confidence. Elle n'a pas transformé sa douleur en feuilleton. Elle a fait quelque chose de plus rare, elle a posé une limite claire entre le spectacle et l'essentiel. Elle dit ce qu'elle doit dire. Et elle le dit pour ceux qui n'ont pas encore réussi à parler. Alors oui, à 62 ans, elle a admis ce que nous soupçonnions tous, mais pas dans le sens voyeur. Dans le sens humain. Nous soupçonnions qu'il y avait, derrière son regard, un poids. Nous soupçonnions qu'un drame avait sculpté cette intensité. Nous soupçonnions qu'elle jouait parfois comme on se retient de tomber. Et maintenant, on le sait, ce poids avait un nom. Le silence. L'enfance volée. Le corps trahi. Et cette volonté farouche de ne pas disparaître. Ce qui reste, c'est une question. Une question pour vous. Quand vous repensez à Emmanuelle Béard, à ses films, à Manon des Sources, à ses rôles où tout est retenu, où tout est dans le regard, est-ce que vous la voyez autrement, maintenant? Est-ce que vous comprenez, d'un coup, ce que ce visage portait? Dites-le en commentaire. Vraiment. Parce que votre regard, aujourd'hui, peut être l'opposé exact de ce qu'elle a vécu enfant, une écoute. Une reconnaissance. Un je te crois. Et si cette histoire vous a remué, si elle vous a donné envie de regarder vos propres souvenirs autrement, alors laissez un j'aime. Pas pour faire joli. Juste pour marquer ce moment. Pour dire, cette fois, on n'a pas détourné les yeux. Et avant de se quitter, gardez ça en tête. Dans les années 80 et 90, on a adoré Emmanuelle Béard pour sa beauté. Mais ce qui fait sa grandeur, aujourd'hui, ce n'est pas son visage. C'est sa voix. Cette voix qui, après des décennies, a fini par dire « Je ne me tairai plus ». Parce qu'au fond, ce n'est pas l'histoire d'une star. C'est l'histoire d'une survivante qui a réussi à transformer une douleur intime en vérité collective.
Et si vous voulez qu'on continue à raconter ces vies-là, les vraies, celles qui se cachent derrière les légendes, abonnez-vous. Et surtout, dites-moi, quelle autre icône de cette époque devrait, selon vous, être racontée avec la même honnêteté?